Bonsoir Françoise. Bonsoir Claude. Bon, ben, contente de te revoir. Moi aussi. Et puis je crois que tu dois continuer tes pérégrinations lexicales. Voilà, donc sur quel terrain tu nous emmènes aujourd'hui? Alors aujourd'hui, pour faire un peu dans le prolongement de ce que j'avais dit la dernière fois, je voudrais m'intéresser à tout un vocabulaire qui tourne autour de la question de la sécurité, du risque, de l'assurance, parce que je pense que toutes les décisions de politique publique qui sont prises actuellement autour de la crise sanitaire relèvent aussi de ce champ. Alors ça, c'est, je dirais, la raison générale. La raison particulière aussi, il y en a deux. C'est que d'une part, on constate depuis le premier confinement et depuis le développement de la crise sanitaire une certaine inflation dans l'usage de ces mots. Je veux dire, aujourd'hui, on entend beaucoup parler de la question de la crise, du risque, de la nécessité de se prémunir contre les risques, etc. Donc il y a une sorte d'inflation au sens d'extension très très importante de l'utilisation de ces mots. Mais il y a aussi, et c'est la deuxième raison pour laquelle je veux m'intéresser à ce champ lexical, il y a une sorte d'extension, d'agrandissement progressif de la réalité qui est décrite avec ces termes. Donc il y a à la fois une augmentation en intensité et une augmentation en extension qui fait qu'il me semble tout à fait utile de pouvoir réfléchir de façon un peu terminologique à ce vocabulaire de la crise sanitaire. Et c'est pas une caractéristique, enfin, chaque fois qu'il y a l'inflation sur un mot, c'est aussi face à certaines circonstances, et puis c'est aussi que les gens s'en emparent. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, il y a un symptôme, c'est que dans cette utilisation de plus en plus importante de certains types de mots, on essaye de décrire une réalité à laquelle on n'est pas forcément habitué. Donc on va utiliser des mots qui appartiennent au vocabulaire commun, mais qui vont progressivement revêtir des sens ou des significations différentes. Et c'est effectivement toujours le cas lorsqu'on est confronté à des circonstances qui sont particulière ou accidentelle. Et là, évidemment, la question de la crise sanitaire est une circonstance tout à fait particulière. Alors, ce qui m'intéresse évidemment, là aussi, dans cette dimension de l'analyse de mes pérégrinations terminologiques, c'est qu'on va se donner les moyens de réfléchir à la dimension politique et on va comprendre que finalement, cette utilisation des mots, elle ne fait pas l'objet d'un consensus évident. Elle ne fait pas l'objet d'une unanimité. Et ce qui veut dire qu'il y a des conflits d'usage, des conflits de description, et que, évidemment, à partir du moment où on admet qu'il y a des conflits dans les usages, des conflits dans les descriptions, il y a de fortes chances pour qu'on ne soit pas tout à fait d'accord sur les remèdes ou sur les solutions que l'on pourrait apporter à la crise. Et d'une certaine manière, le vocabulaire de la sécurité, le vocabulaire du risque, le vocabulaire de l'assurance contient ces éléments de discorde, contient ces éléments de tension, de conflictualité, comme on va voir, et c'est tout cela qui m'intéresse, et qu'il faut que finalement, réfléchir au sens des mots, c'est pas simplement s'intéresser à l'histoire, comme je l'ai déjà indiqué, c'est aussi voir comment, à un moment donné du temps, dans une circonstance particulière qui est celle de la crise, eh bien, ces usages dénotent, mettent en évidence des désaccords. Et ces désaccords, est-ce que ça implique que les gens se dépossèdent aussi de certaines réalités? Alors, je ne sais pas si c'est qu'ils se dépossèdent de la réalité ou si c'est qu'ils se l'approprient différemment. Parce qu'on voit bien ici, dans ces cas particuliers, qui sont quand même des cas assez importants, que cette utilisation des mots, elle sert peut-être à décrire une certaine réalité avec laquelle on n'est pas familier, mais aussi à se l'approprier, à la construire. Il faut toujours garder à l'esprit, et c'est pour ça que cette analyse des mots est intéressante, il faut toujours garder à l'esprit l'idée que les mots ne sont pas simplement un voile de représentation qui permettrait de décrire une réalité qui existe toujours déjà. Les mots sont des instruments qui nous permettent d'intervenir sur le réel, au même titre que des outils, matériaux extrêmement compacts. Donc les mots sont des outils. Et comme tous les outils, il y a des usages qui sont extrêmement différents. Et donc il y a une conflictualité potentielle de ces usages. Et tu as à la fois l'intervention avec les outils, mais tu as les outils aussi qui reviennent
sur celui qui les utilise. Tout à fait. Et je pense que cette dimension un peu contradictoire, cette dimension de diversité dans la manière d'utiliser les mots et dans la manière dont les mots nous renvoient à une certaine réalité, elle se traduit, je ne sais pas si vous vous souvenez, un peu au tout début du premier confinement, il y avait une diversité de lecture de la crise et une diversité d'interprétation des moyens d'y faire face. Je pense notamment à la fameuse controverse qui a duré un certain temps entre les interventions médiatiques du professeur Raoult et ce que les experts médicaux, le fameux comité scientifique qui incarne l'académie de médecine, enfin l'académisme dans toute sa splendeur, il y avait des conflits. Ces conflits, ils tenaient à la fois à la manière de lire la crise et en même temps à des hypothèses concernant les médicaments ou les ressources de solutions possibles. Et cette conflictualité, eh bien, qu'est-ce qu'elle met aux prises? Elle met aux prises des cercles académiques différents, elle met aux prises des représentations de la réalité différentes, et elle met aux prises des interprétations des solutions possibles différentes. Donc, oui. Oui, non, c'était surtout sur le terme que tu voulais aborder, je crois, sécurité. Oui. Donc le sens du mot sécurité qui a été très largement exploité et utilisé dans tous les sens possibles. Donc, alors voilà, je vais commencer par ce mot, en n'oubliant pas chaque fois que voilà, ces terminologies, ces termes sont l'objet de désaccords. Alors, si on s'intéresse un peu à l'histoire du mot sécurité, on se rend compte que ce terme, et je lis la définition du dictionnaire, désigne un état d'esprit confiant et tranquille d'une personne qui se croit à l'abri du danger. Donc on voit bien ici que le mot sécurité renvoie à une famille de mots extrêmement importants qui relèvent du sens de la sécurité, de la tranquillité, de la confiance. Autrement dit, se sentir en sécurité, c'est se sentir assuré, c'est se sentir en confiance. Et cette confiance et cette sécurité, elles sont évidemment des objectifs en soi, mais dans le cadre de nos sociétés modernes, eh bien, ces éléments sont ceux qui vont nous permettre de nous projeter dans un futur. Autrement dit, on a besoin de se sentir tranquille, on a besoin de se sentir en paix, on a besoin de se sentir en sécurité pour se projeter dans l'avenir. Et quelque part, cette capacité que nous avons ou que nous pouvons avoir à nous projeter dans le futur, c'est une des modalités de l'existence et qui est quelque chose de tout à fait fondamental. Mais tu as un aspect à la fois subjectif et un aspect objectif, parce que quand on dit se sentir en sécurité, on n'a aucune certitude d'avoir raison. Oui. Et donc assurer la sécurité des citoyens pour qu'ils se sentent en sécurité, c'est quand même deux objectifs différents. Tu as le côté tout à fait rationnel, puis tu as le côté complètement personnel de et ce psychologique. sentiment. Alors, en même temps, les deux sont liés. C'est-à-dire que de toute façon, si on est dans un état de guerre, psychologiquement et individuellement, on ne sera pas en sécurité. Ce qui veut donc dire que la condition de possibilité de cet état de confiance et de tranquillité, elle relève d'un niveau d'analyse qui est celui de la société. Celui de la société et celui de l'État. Donc évidemment, ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette question de la sécurité, elle enveloppe à la fois la définition d'un état individuel, psychologique, mais cet état individuel et psychologique est lui-même rendu possible par un état social qu'on appelle un état de droit. Alors qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut simplement dire qu'on est dans une société où un certain nombre d'institutions garantissent par l'établissement de lois, par la vérification que ces lois sont bel et bien respectées, les conditions d'un rapport entre les individus, ou d'un rapport entre les individus et leurs biens, un rapport qui est stable, un rapport qui est conforme à ce que nous dit le droit. Donc je pense que l'état de droit, qu'est-ce que ça signifie? Et c'est directement en relation avec ce besoin de la tranquillité, ce besoin de sécurité, c'est qu'il existe un système de lois qui définissent fondamentalement la manière dont les institutions se rapportent aux individus, les individus se rapportent aux institutions, mais aussi la manière dont les individus se rapportent les uns aux autres. Alors ça définirait quand même des conditions précises de solidarité, de protection,
Alors, c'est vraiment une très très bonne question et je pense que c'est une question compliquée. C'est-à-dire que fondamentalement, ce qui va opposer les libéraux qui, eux, considèrent que la fonction de l'État, c'est simplement d'assurer cette tranquillité, mais pas forcément cette solidarité. La question de la solidarité, la question de la répartition, c'est quelque chose qui va venir beaucoup plus tard, avec le développement de l'État-providence. Où précisément, par l'État-providence, ce qu'il va s'agir de déployer, c'est un autre élément de la sécurité qui consiste à dire, mais si je peux ou si je veux me projeter dans le futur, il faut que je puisse me garantir des maladies, il faut que je puisse avoir un minimum de vie décent, etc. etc. Et cette dimension-là de la sécurité ou de la tranquillité, qui consiste à dire qu'on est égaux devant la maladie, ou du moins qu'il est possible de se soigner, etc., c'est quelque chose qui apparaît de manière très claire beaucoup plus tard, et notamment après la Seconde Guerre mondiale, pour ce qui est du cas français, puisque les fameux décrets d'ordonnance qui fixent et qui mettent en place la sécurité sociale sont de 1946, et où, évidemment, on part de l'idée que la solidarité est un élément de la tranquillité. Autrement dit, la capacité qu'on va pouvoir avoir de se projeter dans le futur est elle aussi liée à des conditions sociales de tranquillité qui ne portent pas simplement sur la peur de la mort, ou en tout cas sur le risque d'une mort violente, mais aussi sur le fait qu'il faut bien vivre pour pouvoir se projeter dans le futur. C'est-à-dire qu'elle garantit non seulement une tranquillité individuelle, mais elle garantit une tranquillité collective. Voilà. Parce que c'est ce qu'on nous explique. Si le commerce, l'industrie repartent, ou en tout cas ne sont pas détruits, les individus vont y trouver aussi leur compte. C'est pas uniquement individualisé. Ah non, pas du tout. Mais que ça ait des conséquences à l'échelle de l'individu, c'est une chose qui est relativement claire. Mais évidemment, l'instance à partir desquelles ces conséquences sont déployées, c'est une instance sociale. Et d'ailleurs, on le voit bien dans les périodes de crise. Par exemple, quand on compare un petit peu la situation en France et aux États-Unis, sur la question du système de sécurité sociale, sur la question du système d'amortissement des vagues de chômage, on voit bien que la solidarité joue le rôle d'un amortisseur de crise et donc exprime là aussi tout un ensemble de valeurs positives qui permettent aux individus de se projeter positivement dans le futur. Et merci beaucoup Françoise pour cette première évocation. Nous aurons l'occasion de reconsidérer ce problème à partir d'un angle un peu différent, celui de la question de la violence et celui de la question de la doxa. Merci Claude. Merci.